Le dialogue politique entamé depuis le 1er septembre permettra-t-il à l'opposition congolaise au pouvoir de s'entendre sur l'organisation du prochain scrutin? Rien n'est moins sûr, car aucune suite n'a été donnée au préalable exigé par l'opposition, et la commission électorale a déclaré qu'elle n'était pas en mesure d'organiser un scrutin. Moïla Tchembe, bonjour. Bonjour madame. Cela fait 9 mois que le pouvoir tente d'organiser un dialogue national. Il y parvient enfin, même si les grandes formations politiques ne sont pas autour de la table. Mais que faut-il attendre de ce dialogue à 4 mois du scrutin? Pour l'instant, on ne sait pas exactement de quoi sortira de ce dialogue. Néanmoins, on peut partir sur les 3 principes qui sont posés. Premier principe, c'est le respect de la Constitution. Si la Constitution est respectée, c'est ce qui a toujours été demandé par l'opposition, par le pays. Le chef de l'État lui-même s'était défendu plus d'une fois qu'il ne veut pas changer la Constitution, mais personne ne croyait. Donc, on peut au moins avoir l'assurance que le dialogue qui commence n'a pas pour objectif de modifier la Constitution. Dois-je rappeler qu'il y a eu des propos sur la possibilité d'organiser un référendum, de regarder ce qui se passe ailleurs, à Brazzaville, etc. Donc, au moins pour une fois, tout le monde, du moins dans le comité provisoire qui a arrêté le calendrier, le premier acte est que la Constitution doit être respectée. Mais la position de la Commission nationale électorale ne respecte pas la Constitution, justement, puisqu'elle prévoit, elle a déjà affirmé qu'elle était dans l'impossibilité d'organiser un scrutin le 17 décembre. Mais dans l'hypothèse où on va vers le dialogue, c'est-à-dire une assemblée des Congolais, 200 environ, pour 2 semaines, s'ils prenaient l'option que, parallèlement à l'article 70 qui permet au président de la République de rester en fonction jusqu'à l'installation définitive de son successeur élu, parallèlement, il faut que le processus de l'élection présidentielle soit engagé, soit dans les 90 jours selon la Constitution. Si ce n'est pas possible, on peut se donner un délai raisonnable, dans 200 jours, dans 300 jours. Ce compromis-là peut être trouvé puisque le respect de la Constitution tient absolument à ces 2 articles. Mais est-ce qu'on sent une volonté du pouvoir de respecter ce calendrier électoral, puisque c'est lui qui, depuis l'année dernière, parle d'un glissement? Mais justement, ce n'est pas le pouvoir qui organise les élections en République démocratique du Congo. C'est la CENI. Le président de la République, le gouvernement, le Parlement n'ont pas qualité, constitutionnellement parlant, d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Mais il ne s'est pas opposé à la décision de la commission électorale. Mais pour l'instant, la CENI, à travers son président ou ses membres, font des déclarations à l'emporte-pièce expliquant leur technicité, qu'il leur manque de l'argent, qu'il leur manque le temps. Et en même temps, la CENI, du moins à travers ses dirigeants, prévoit environ 7 à 8 élections qui devraient se dérouler. On n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, mais on prévoit 8 ou 9 élections. Il y a quelque chose de dingue dans tout ça. Mais en réalité, puisqu'il y a ce dialogue, on peut penser que les Congolais, prenant conscience que la ruine des États, la ruine des nations, a toujours eu comme cause le non-respect des problèmes de succession. Or, cette question de succession qui est devant les Congolais et devant le monde, si tout le monde est parti sur le principe qu'on ne touche pas à la Constitution, alors qu'est-ce qui reste de primordial? C'est d'abord garantir la Constitution, c'est-à-dire le président de la République reste dans les fonctions qu'il exerce jusqu'à l'installation du président démocratiquement élu. Alors maintenant, pour que cet article 70 ait une validité, une légitimité, il faut que parallèlement, le processus de l'élection du président de la République soit engagé, soit dans les 90 jours, soit au-delà des 90 jours. C'est ça le compromis qu'il faut trouver. Alors, si ce compromis est trouvé, il appartient à l'assemblée de ces personnes réunies, c'est-à-dire la conférence, le dialogue, pour prendre une option. Et si l'option est prise qu'on commence par l'élection présidentielle, qu'elle se fasse dans les 90 jours, si ce n'est pas possible dans 100 jours, si ce n'est pas possible dans 200 ou 300 jours, si ce compromis-là est trouvé, la CENI ne peut pas se dérober. Parce que la CENI doit respecter la Constitution. Or, ce qui est marrant, c'est que la CENI, en prévoyant 9 élections probables, sans moyens, sans le temps, la CENI violerait réellement la Constitution, ce qui n'est pas acceptable ni par le pouvoir ni par l'opposition. Alors, en attendant, le pouvoir n'a jamais réagi à la proposition de la CENI. Pour l'instant, ce n'était que des propositions. On attendait la décision officielle de la CENI. Et ce qui est marrant également, c'est que quand le président de la CENI parle, est-ce qu'il parle au nom de la
il engage l'institution, parce que normalement, il fallait une assemblée de la CENI avec tous ses membres pour prendre les décisions. Mais on entend le président ou le vice-président qui, dans les médias, dit une chose ou son contraire. Or, normalement, en droit, les décisions qui engagent la CENI auraient dû être prises dans une assemblée avec l'ensemble des membres constituant cet organisme pour pouvoir lier collégialement l'ensemble des autorités ou des personnalités liées à la cause de l'organisation des élections. Alors, le facilitateur qui a été désigné par l'Union africaine, l'ancien Premier ministre du Togo, Edem Kodjo, est toujours récusé par l'opposition. Comment surmonter ce blocage ? Pour l'instant, il me semble que c'est un peu tard pour surmonter, parce que la communauté internationale à laquelle l'opposition avait fait appel pour désigner quelqu'un, normalement, on s'attendait à ce que ce soit Ben Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui désignait quelqu'un. Heureusement ou malheureusement, un Africain a été désigné, vous savez, madame, que dans tous les scénarios présentables, il est toujours une sorte de cocorico pour les Africains de dire l'Afrique aux Africains. Alors le fait que M. Kodjo ait été nommé, sur le papier, c'est les meilleurs d'entre nous, ancien Premier ministre, un arc, etc. Donc on pouvait lui faire confiance. Mais là où le bas blesse, c'est qu'à partir du moment où l'opposition, il a pris la langue avec l'opposition, l'opposition a présenté les desiderata, notamment les préalables qu'il fallait accomplir. Or, apparemment, M. Kodjo a tort ou a raison, peut-être qu'il a d'autres informations que nous n'avons pas, en appréciant qu'il fallait accélérer la cadence pour démarrer le dialogue sans s'assurer que les préalables en question ont été réellement respectés, du moins les préalables que l'on peut respecter, parce qu'il faut demander ce qui est possible. Si on demande l'impossible, à l'impossible, il n'est tenu. Or, pour ne l'avoir pas fait, l'opposition a considéré que M. Kodjo roulait pour le pouvoir et en conséquence de quoi a demandé de retirer sa confiance en M. Kodjo. Alors, pour l'instant, la communauté internationale, à notre connaissance, n'a pas d'autres candidats sur la main, et que le pouvoir tient à ce que M. Kodjo reste. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que M. Kodjo et l'ensemble des Congolais qui sont devant lui respectent la Constitution, trouvent un règlement, c'est-à-dire un compromis entre le président qui doit assurer l'intérim déjà confirmé par la Cour constitutionnelle et l'obligation d'engager le processus de l'élection présidentielle comme priorité des priorités. Si M. Kodjo aboutit à ce compromis, on peut penser qu'il a sauvé sa mission et il a sauvé la République démocratique du Congo. Mais la Constitution de 2011, qui avait été adoptée par tous les Congolais et qui garantissait justement cet espace démocratique en RDC, prévoit qu'au terme du mandat, ce soit le président du Sénat qui assure l'intérim si l'élection ne se tenait pas. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le pouvoir pourrait accepter une transition conduite par le président du Sénat? À condition que la vacance soit proclamée. Or, qui demande la vacance? Le conseil des vacances est fait par le gouvernement, selon la Constitution. C'est le gouvernement qui constate qu'il y a vacance et qui demande à la Cour constitutionnelle de l'attester. Et en ce moment-là, le président du Sénat assume l'intérim en vue d'organiser des élections dans un délai raisonnable, 90 jours ou plus. Or, dans l'état actuel des choses, la Cour constitutionnelle, dans l'interprétation qu'elle a faite de l'article 70, a considéré qu'on peut parler des vacances si le président de la République était en cours de mandat. Parce que le président de la République est à la fin de son deuxième mandat. Donc, il n'a pas de mandat à conduire. Et puisque le mandat est fini, ou va finir d'ici décembre, il n'y a pas lieu de considérer qu'il y a des vacances de pouvoir, puisqu'il est fin mandat normalement. Qu'il y ait d'autres événements ou non, son mandat est fini. Et constitutionnellement, il ne peut pas le renouveler, la Cour ne peut pas le lui donner non plus. Donc, par conséquent, il n'y a pas vacances au sens du droit. Mais la crainte de l'opposition, justement, c'est que Kabila aille au-delà de son mandat et se maintienne au-delà de son deuxième mandat. Mais évidemment. Plusieurs opposants considèrent d'ailleurs qu'il n'a pas fait que 2 mandats puisqu'il est au pouvoir depuis 2001, depuis le décès de son père. Disons que cette crainte légitime de l'opposition fait que depuis de nombreuses années, on accuse le président de la République, on le soupçonne à tout le moins de tirer les marrons du feu sans dire un mot. Mais vous savez qu'à ce jour, par parole ou par action, le chef de l'État n'a violé aucune règle constitutionnelle. Même si on le soupçonne de quelque chose, mais en droit, il faut apporter la preuve de ce qu'on dit. Or, à l'heure qu'il est, ni par parole, ni par action,
le chef de l'État n'a violé aucune règle constitutionnelle. Donc, on peut s'en tenir aux faits. Et d'ailleurs, la preuve est que même le dialogue va démarrer sur le premier principe, le respect de la Constitution. On ne peut pas penser que si le président de la République était favorable à la révision de la Constitution, le dialogue n'aurait pas retenu comme point central le respect de la Constitution. N'a-t-il pas, à votre avis, un syndrome propre à l'Afrique centrale en matière de respect justement des constitutions? Mais évidemment, il y a un problème au-delà même de l'Afrique centrale. Je ne sais pas si on peut parler des Noirs en général, pour ne pas généraliser. Il faut peut-être revenir à l'Afrique centrale. Mais ce qu'on est en train de voir, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit à Kigali, au Rwanda, que ce soit au Burundi, chez Nkurunziza, que ce soit en Angola, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad, l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo fait exception aujourd'hui, exception au sens que jusqu'à ce dialogue, personne, ni le chef de l'État, ni le pays, ni l'opposition, personne n'a décidé de la vision de la Constitution. Mais partout ailleurs, les Africains, faute de l'esprit de loi, c'est ça la réalité. On a des lois, mais personne ne croit dans les règles qu'on se donne. Or, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on regarde, l'histoire nous apprend que les grands empires se sont effondrés corps et biens pour n'avoir pas respecté les règles de succession. Le pouvoir, c'est une sorte de, comment dirais-je, une attractivité qui peut être sanguinaire. Si elle n'est pas réglée, un homme peut tuer sa femme, un enfant peut tuer son père, une femme peut tuer son mari. Autrement dit, quand il y a des enjeux de pouvoir, la violence peut aller au paroxysme. Et c'est pour les éviter que les sociétés traditionnelles, comme les sociétés modernes, la Constitution, on s'est donné les règles pour que le pouvoir... Voilà. Alors, si on ne comprend pas pourquoi les Africains, notamment les Africains de l'Afrique centrale, ne respectent pas leur propre Constitution, alors on accuse la France, les États-Unis de demander que... Ben, les règles constitutionnelles sont des règles rédigées par les Africains, par les Congolais, par les Burundais, par les Rwandais, et par les Camerounais, par les Tchadiens. Lorsque un chef de l'État prête serment sur sa propre constitution qui fonde son pouvoir pendant 2 ans, pendant 2 mandats, soit de 4 ans, soit de 7 ans, là où il y a un septennat, on ne peut pas arriver à la fin du mandat et renier sa signature, sa parole. Tout ceci est regrettable, mais espérons que la République démocratique du Congo demeurera une exception à cette règle que l'on voit partout en Afrique centrale. Merci, Moala Tchembe. Merci, madame.